Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence par les titres. Situation tendue au Bénin où des affrontements ont opposé manifestants et militaires dans les villes de Savé et Chaourou. Colère également en RDC où l'Aboka, la principale plateforme de l'opposition, ne digère toujours pas l'invalidation de ses députés et sénateurs. Des sittings et manifestations sont au programme de ces actions. Ici aux États-Unis, l'attention se focalise de plus en plus sur la présidentielle de 2020. Joe Biden, l'ancien vice-président américain, reste la cible aussi bien côté républicain que démocrate. Bonsoir. La situation était toujours tendue ce vendredi au Bénin après plus de 4 jours d'échauffourées entre l'armée et des manifestants à Sava et à Chaourou, ville d'origine de l'ancien président Boni Yayi dans le centre du pays. L'armée aurait tiré à balles réelles et les violences sont extrêmes, affirme une source locale. Plusieurs militaires blessés ont été admis dans un hôpital de Parakou, selon un médecin sur place. Aucune information officielle n'était disponible sur le bilan des affrontements. Mais selon Amnesty International, la répression des manifestations par l'armée a déjà fait au moins 4 morts par balle et de nombreux blessés à travers le pays. Le Bénin, longtemps considéré comme un modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest, est en proie à une crise politique depuis les élections législatives du 28 avril, auxquelles l'opposition n'avait pas été autorisée à présenter de candidats pour des raisons administratives. Pour évoquer cette actualité, retrouvons tout de suite Rodrigue Azingnongbe, journaliste et directeur à Fraternité FM, notre station partenaire à Parakou, ville située à 50 km de Chaourou. Rodrigue Azingnongbe, bonsoir et merci d'être avec nous. Quelle est la situation qui prévaut là-bas en ce moment? Alors, écoutez, la situation est toujours tendue à Savé et Chaourou, comme vous l'avez dit, parce que depuis hier, on assiste à des affrontements entre les militaires qui ont été déployés par le gouvernement pour assurer la sécurité et les chasseurs traditionnels appuyés par quelques jeunes au sein de la population qui entendent défendre leur culture. Il faut préciser que ces violences ont commencé depuis que des jeunes ont été arrêtés le lundi dernier, des jeunes considérés comme étant des meneurs de la fronde pendant les élections législatives il y a quelques jours. Alors, ce matin, donc, des affrontements. Alors, Rodrigue, que disent les autorités face à toutes ces manifestations qui se multiplient dans le pays? Écoutez, il y a à peine 30 minutes, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité est intervenu à la télévision nationale. Il est pour une déclaration officielle. Il a ouvert, c'est d'ailleurs lui qui a ouvert le journal de 20h ici à Cotonou pour préciser les origines de cette violence et la décision prises par le gouvernement pour en quelque sorte garder la paix. Il affirme selon lui que la situation est sous contrôle à Chaourou et à Savé. Ensuite, il y a eu l'un des officiers supérieurs de la police républicaine, le colonel Astéro Bouchola, qui est passé et qui a fait un bilan quand même un peu exhaustif. Il parle de 30 militaires blessés qui sont admis dans des centres de santé au niveau de... Merci Rodrigue. Toutes nos excuses pour la qualité de cette communication. Nous vous retrouverons sans doute pour d'autres occasions. En Algérie, le général à la retraite Ali Guediri, ex-candidat déclaré contre Abdelaziz Bouteflika à la présidentielle, a été écroué jeudi pour atteinte à l'économie nationale et au moral de l'armée. Novice en politique, le général Guediri avait déposé sa candidature à la présidentielle du 18 avril face à Abdelaziz Bouteflika. Et depuis sa démission, la justice a lancé plusieurs enquêtes sur des faits de corruption visant plusieurs de ses proches. 2 anciens premiers ministres sont actuellement placés en détention préventive. Mais l'emprisonnement d'ex-piliers du régime n'a pas calmé la contestation. Les manifestants sont à nouveau sortis massivement ce vendredi pour réclamer le départ de tout le système.
Crise soudanaise, le secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique, Tibor Nagy, a appelé ce vendredi à Addis Abeba à une enquête indépendante et crédible sur la dispersion meurtrière d'un sitting début juin à Khartoum par les autorités. Lors d'un point de presse dans la capitale éthiopienne, après une visite de 2 jours à Khartoum, Tibor Nagy a affirmé que cette enquête est nécessaire pour déterminer ceux qui se sont rendus coupables de ces événements qu'il qualifie de monstrueux. D'après un comité de médecins proche de la contestation au Soudan, quelques 120 personnes sont mortes, la plupart dans la dispersion du sitting devant le siège de l'armée. Les autorités ont parlé de 61 morts. Pour le diplomate américain, ces événements ont marqué un virage à 180 degrés de la situation, précisant que jusqu'au 3 juin, tout le monde était optimiste. En République démocratique du Congo, des manifestations de l'opposition sont annoncées dans la capitale Kinshasa d'ici le 30 juin par Lamuka. Cette principale plateforme de l'opposition a déjà tenu un sitting devant la Cour constitutionnelle. Ses membres protestent contre l'invalidation de leurs députés et sénateurs par la Cour à l'issue de certains contentieux électoraux résultant des législatives de décembre 2018. Voici le reportage à Kinshasa de Patrick Abega. Ils étaient des centaines venus de plusieurs coins de la capitale. En colère, ils ont brûlé des pneus sur la chaussée à l'entrée de cette instance. Ils fustigent la décision de la justice congolaise. La volonté du peuple telle qu'exprimée n'a pas été respectée à partir de la présidentielle jusqu'à ce que même nos députés qui ont échappé à cette fraude électorale, aujourd'hui encore on vient de les invalider. En signe de protestation contre les arrêts de la Cour constitutionnelle, Martin Fayoulou, un des leaders de la coalition Lamuka, a annoncé la suspension des activités parlementaires des députés et sénateurs de la coalition. Participant à ce sit-in, les MLC, parti de Jean-Pierre Bemba, dont 8 de ses députés ont été invalidés, crient à l'injustice et espèrent voir la Cour revenir sur ces décisions. On a invalidé le député de Lamuka et surtout 8 députés nationaux du MLC. Voilà pourquoi nous sommes venus pour dire non à l'injustice qui se passe dans ce pays. Nous savons bien que la Cour est constituée par les éminents professeurs et nous savons bien qu'ils vont revoir leurs erreurs qu'ils ont commises, ils vont revoir. Au total, 23 députés et des sénateurs de la coalition Lamuka ont été invalidés par la Cour en faveur du Front commun pour le Congo. Ces invalidations viennent affaiblir davantage la représentation de l'opposition au sein du Parlement congolais. Patrick Abega pour VOA Afrique, Kinshasa. Le président Donald Trump a affirmé vendredi que les attaques contre 2 pétroliers dans la mer d'Oman, dans la région du Golfe, étaient l'œuvre de l'Iran, s'appuyant sur une vidéo publiée par le Pentagone. L'Iran, où se trouvait jeudi le Premier ministre japonais Shinzo Abe, a démenti toute implication dans ces différentes attaques. Réagissant d'ailleurs à ces accusations, le président iranien Hassan Rouhani en a profité ce vendredi pour accuser les États-Unis d'être une grave menace à la stabilité régionale et mondiale. L'attaque n'a pas été revendiquée et Donald Trump a écarté le risque d'une éventuelle longue fermeture du détroit stratégique par Téhéran. La présidentielle américaine de 2020 est encore loin, mais le président Donald Trump semble déjà avoir pris pour cible l'actuel favori parmi les candidats à l'investiture du Parti démocrate, l'ancien vice-président Joe Biden. La vingtaine d'autres démocrates en lice focalisent également leur effort de campagne sur Biden à quelques semaines seulement de leur premier débat. Jim Malone dresse un état des lieux de la course à la présidentielle. Dilidico raconte. Dès son arrivée dans l'Iowa, l'un des premiers États à voter, le favori démocrate Joe Biden n'a pas perdu de temps pour s'en prendre au président Donald Trump. C'est un gars qui fait tout pour diviser et effrayer les gens. Il s'agit de peur et de haine. Lorsqu'il injurie les gens comme il le fait, une chose qu'aucun président n'a fait auparavant, c'est à la fois bizarre et préjudiciable. Le président Trump semble également avoir Biden à l'esprit.
Joe n'a jamais obtenu plus d'1% des voix et Obama l'a sauvé de la décharge d'ordures. Maintenant, il semble en voie d'échouer car ses amis de gauche vont le doubler très bientôt. Toute sa campagne ne vise qu'à dénigrer Trump. Les sondages montrent que Biden est en tête du groupe démocrate dans la course à la présidence. Le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, se classe en deuxième position. Parmi les personnalités montantes chez les démocrates, la sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, qui porte une attention particulière aux questions liées à la sécurité et aux armes à feu. Mais également le maire de l'Indiana, Pete Buttigieg, qui offre une alternative plus jeune. Les sondages récents montrent que Biden devance largement Trump. Mais la stratégie du président est d'écarter l'idée que le camp démocrate puisse être une option sérieuse car trop à gauche. Chaque jour, le Parti démocrate devient de plus en plus déjanté et de plus en plus extrême. Ils deviennent fous. Vous aimez ça? Moi, j'adore ça, vraiment. La course à la présidentielle de 2020 entrera dans une nouvelle phase un peu plus tard ce mois-ci avec la tenue des premiers débats entre candidats démocrates. Le Mexique achèvera mardi le déploiement de 6 000 membres de la garde nationale à la frontière avec le Guatemala, autant pour moi, un désengagement de Mexico pour freiner l'immigration illégale vers les États-Unis. Le déploiement de la garde nationale sera achevé mardi prochain. Il a fallu faire beaucoup d'efforts pour accélérer le processus, a déclaré en conférence de presse le ministre mexicain des Affaires étrangères. Le 7 juin, après plusieurs jours de négociations ardues, Washington et Mexico sont parvenus à un accord sur l'immigration illégale, évitant ainsi l'application des droits de douane sur l'ensemble des produits mexicains importés aux États-Unis. L'administration Trump tiendra des auditions publiques à partir de lundi et jusqu'au 25 juin dans le cadre de son enquête sur l'opportunité d'imposer des hausses de droits de douane sur quelques 300 milliards de dollars de biens chinois supplémentaires. Washington impose déjà des tarifs douaniers additionnels de 25% sur 250 milliards de dollars de marchandises en provenance du géant asiatique. Mais Donald Trump a aussi missionné les services du représentant américain au commerce, USTR, d'étudier la possibilité d'imposer d'autres droits de douane sur le restant des importations de Chine, soit environ 300 milliards de dollars. La haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme va se rendre au Venezuela du 19 au 21 juin où elle rencontrera le président Nicolás Maduro et son principal opposant, Juan Guaido. C'est ce qu'a annoncé son bureau. Michelle Bachelet rencontrera également des victimes d'abus et de violations des droits humains, ainsi que leurs proches, a indiqué le Haut Commissariat dans un communiqué. Et puis l'extrémiste australien Brenton Tarrant, inculpé pour le meurtre de 51 fidèles en mars dans 2 mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande, a suscité vendredi la colère des victimes en apparaissant sourire aux lèvres à l'audience avec ses avocats. Il a plaidé non coupable. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur
Le monde aujourd'hui sur VO Afrique. Voici les titres que nous allons développer dans les prochaines minutes. Ici aux États-Unis, les Raptors s'emparent devant le Golden State du titre le plus convoité du basket. Une première dans l'histoire. Une première aussi pour deux Africains, Ibaka et Siakam, qui ont contribué à cette victoire. Dans ce journal, une invitation à découvrir ou à redécouvrir le Bouroukoudou. Il s'agit d'une boisson alcoolisée locale brassée dans l'état de Benue au Nigeria. J'ai trouvé quelqu'un. Et en culture, nous parlerons de Maîtresse d'un homme marié, la série qui met à nu les tabous de la société sénégalaise. C'est l'histoire d'un amour assumé. Comme tous les vendredis, nous avons rendez-vous avec Culture Hebdo et Roger Montou répond présent. Roger, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, John. Allons tout de suite au Sénégal où Maîtresse d'un homme marié, la série qui met à nu les tabous de la société sénégalaise, fait fureur. Diffusée depuis janvier sur la chaîne privée sénégalaise 2STV à 1 heure de grande écoute, la série Maîtresse d'un homme marié met en scène 5 jeunes femmes indépendantes et urbaines dont certaines fricotent avec les hommes mariés et finissent parfois par les épouser comme marraines. Bien que les relations y soient suggérées, on ne verra que rarement un baiser à l'écran. Elle provoque l'ire d'organisations musulmanes dont les plaintes lui ont valu des rappels à l'ordre du Conseil national des régulations de l'audiovisuel, CNRA. Sur YouTube, chaque épisode est vu entre 1 et 2 millions de fois et génère des tombereaux de commentaires élogieux. Le gendarme de l'audiovisuel a finalement autorisé le 29 mars la poursuite de la diffusion à condition d'adopter des mesures correctives au scénario sous peine de retardement de l'horaire, voire l'interdiction pure et simple. Maîtresse, deuxième bureau, c'est bien ça? Bon, Roger, on va parler de John Legend qui reçoit un prix de la National Association of Broadcaster Leadership Foundation. Oui, l'artiste est un militant infatigable contre la pauvreté, les inégalités et les discriminations. Après plus de 15 ans de carrière, il serait temps que le nom de John Legend résonne un peu plus fort partout dans le monde, avaient estimé les organisateurs de la National Association of Broadcaster Leadership Foundation. Il a reçu le prix de Leadership Service to America 2019 de l'association NABLF à The Anthem à Washington, ici, non loin de chez nous, pour ses efforts de plaidoyer en faveur de la justice sociale et de l'égalité. Ce prix de Leadership Service to America reconnaît les individus et les organisations chargées d'améliorer la vie des autres grâce à un service public extraordinaire. Il est considéré comme la plus haute distinction individuelle de la NABLF. Sa voix cristalline et puissante et son thème de prédilection, l'amour, pourrait aisément faire passer John Legend pour quelqu'un de lisse. Mais depuis quelques années, quelque chose a changé. Peut-être qu'on doit continuer à travailler ensemble pour une communauté forte et libre, pour une Amérique meilleure et peut-être qu'un jour, la gloire viendra. When the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory. Thank you so much. God bless you. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. En tout cas, la gloire est déjà là dans le NBA. Et Drake célèbre le trophée NBA des Raptors avec une nouvelle chanson. Oui, après avoir sauté dans les airs, buvant du champagne et embrassant tout le monde après la fin du match hier soir, que moi j'ai regardé d'ailleurs, le rappeur a annoncé qu'il avait lancé une nouvelle musique aujourd'hui vendredi qu'il a appelée un Tupac, un
Peu de temps après le match, Drake a publié dans un post Instagram une photo d'un trophée de championnat avec les mots Omerta et Money in the Grave avec Rick Ross. Drake est un ambassadeur de Raptors et fait partie de leur match à domicile au fil des ans. On l'a vu, les Raptors, rappelons-le ici, de Toronto, comme vous l'avez si bien dit, John, première équipe canadienne à remporter le championnat de la NBA. Ils sont devenus la première équipe non américaine à remporter la finale de la NBA. Pascal Siakam, l'attaquant de Raptors à Toronto, a fêté son premier titre en NBA avec le drapeau de son pays natal, le Cameroun, drapé sur ses épaules et espère inspirer les rêves de jeunes Africains en NBA. John, je suis sûr que vous-même, étant originaire du Cameroun, vous étiez très content de voir ça. Et tout de suite, place à notre agenda culturel. Merci Roger et à la semaine prochaine. Merci, bon week-end à vous John. Merci. Voilà. Nous vous invitons maintenant à faire le voyage avec nous dans l'état de Benue au Nigeria pour découvrir ou redécouvrir une boisson locale qui fait beaucoup parler d'elle. Le Burkutu est une boisson alcoolisée brassée dans certaines régions du Nigeria. L'état de Benue, situé dans la partie centrale du pays, est réputé pour la production de cette boisson traditionnelle. C'est aussi un héritage des ancêtres, disent les habitants de la région. Le reportage est signé Gilbert Tamba. Issu de la fermentation naturelle du sorgho et du millet, ce vin local appelé Burkutu est un ingrédient indispensable à la vie sociale à Benue. Pour certains, il est aussi indispensable lors des mariages et des concerts. D'autres le consomment pour ses nombreuses vertus. Christiane Nweze est âgée de 38 ans. Elle réside dans ces quartiers de North Bank, dans la banlieue de Makurdi, la capitale de l'état de Benue. La production de ces vins locaux est devenue son activité principale depuis 5 ans. Nous produisons le burkutu à partir du sorgho. Nous le mettons dans l'eau et après quelques jours, nous obtenons une germination du sorgho. Ensuite, on le transforme en pâte à l'aide d'une machine avant de le faire bouillir au feu. Nous prenons soin de ne pas y ajouter de produits chimiques. On le laisse naturel. Malgré sa haute valeur nutritionnelle, le burkutu était jusqu'ici consommé par les personnes âgées et les moins privilégiées de la société en raison de la manière peu hygiénique dont il est conservé. Mais récemment, la situation a changé. À cause des difficultés économiques, riches et pauvres, jeunes et vieux utilisent maintenant cette boisson. Seule une minorité est capable de s'acheter de la bière. Voyez-vous, elle vient de nous servir un gobelet qui mesure 4 litres pour plusieurs personnes, ce qui n'est pas le cas avec une bouteille de bière. Mais les 4 litres peuvent être partagés entre 10 et 20 personnes, donc cette boisson est plus économique que la bière. De l'avis des médecins, une consommation abusive de cette boisson peut avoir des effets néfastes. Mais certains y voient surtout des aspects bénéfiques. Ce vin nous aide à soigner certaines maladies comme le paludisme. C'est aussi économique et en plus, c'est un bon remontant. Lorsque vous le prenez, vous ne vous sentez pas drogué comme avec d'autres produits alcoolisés. Mais vous vous sentez physiquement très fort. Le burkutu, qui fait partie de la culture locale, gagne de plus en plus le cœur des populations de Benue, mais aussi d'autres États du Nigeria. Roger parlait basket tout à l'heure. Eh bien, Toronto a fait une entrée remarquée dans l'histoire de la NBA hier soir. Les Raptors sont devenus la première équipe non américaine à remporter le titre le plus convoité du basket, en faisant tomber dans sa loge l'orgue Golden State par 114-110. Retour sur cette finale avec Jacques Aristide.
there's a new NBA champion, and it's a team from Toronto. Des scènes de liesse dans les rues de Toronto, des milliers de supporters ont célébré la victoire des Raptors jusqu'aux petites heures du matin. Je suis statique, on attendait ce moment depuis longtemps, nous l'avons finalement fait, c'est notre année, nous le Nord. De quoi jubiler car leur équipe, 24 ans après sa création, a été propulsée dans l'histoire de la NBA, la seule équipe canadienne en lice, la première à remporter le championnat de basket nord-américain, un triomphe qui est le résultat d'une incroyable et improbable saison car les Raptors ne faisaient pas partie des favoris ou même des outsiders. Un exploit qui est également une victoire pour le basket africain. Le président de l'équipe, Masai Ujiri, est de père nigérian et de mère kenyane. Et deux de ses joueurs majeurs viennent du continent, Pascal Siakam du Cameroun et Serge Ibaka du Congo-Brazzaville. À tous qui nous ont soutenus pendant la saison, à tous les fans de Toronto, à tous les Canadiens, ceci est pour vous et vous le méritez. De la chance également pour Toronto face à un Golden State qui disputait sa 5e finale d'affilée et qui visait un 3e titre consécutif. Le club californien a été décimé par les blessures qui l'ont notamment privé de son meilleur marqueur Kevin Durant, alors que son meneur vedette Stephen Curry a manqué beaucoup d'occasions. Les Warriors se sont toutefois battus jusqu'au bout et assurent que cette défaite ne signale nullement la fin de leur domination sur la NBA, même si les Raptors détiennent le trophée depuis hier soir. Et nous avons le plaisir d'accueillir Eugène Pewa Peloma, commentateur sportif d'origine centrafricaine, ancien basketteur. Comment expliquer cette victoire des Raptors sur le Golden State, les Raptors qui ne figuraient pas parmi les favoris en début de saison? Tout à fait. D'abord, ça commence avec comment ils ont reconstruit l'équipe. Il y a Masai Ujiri qui a amené Kawhi Leonard dans cette équipe et qui a été renforcé avec Marc Gasol et tous les joueurs qu'il y avait, Ibaka, Siakam, Laurie. Et pendant cette série, c'était prévisible que beaucoup de gens ne pensent pas ça, mais c'était prévisible que le Toronto emporte cette compétition pour la simple raison que Golden State a souffert de nombreuses blessures, dont celui de Kevin Durant. Et ce n'est pas pour enlever le crédit à Toronto. Il faut aussi voir comment l'équipe est composée. Ils ont une équipe qui est beaucoup plus équilibrée, avec un banc plus profond, alors que Golden State s'appuyait sur 4 étoiles. Et malheureusement, avec un blessé, les 3 autres devaient jouer de longues minutes et ils n'ont pas pu. Ça n'a pas pu marcher cette fois-ci. Dans l'équipe des Raptors, il y a 2 Africains qui se sont bien illustrés, Ibaka et Siakam. Quel message leur prestation envoie aux jeunes Africains? En fait, ça ne fait que renforcer le désir des Africains de venir en NBA. Il ne faut pas oublier que, par exemple, Siakam a pu participer au camp de basketball de Luc Mbamute, avec qui j'ai travaillé d'ailleurs. Je me lance des fleurs d'une certaine manière. Et le fait que des Africains arrivent à ce plus haut niveau après Hakim Olajuwon, ce n'est qu'un encouragement pour permettre aux Africains de travailler encore plus dur et pour pouvoir se positionner. Ça dépend aussi comment nous préparons et nous développons nos programmes de basketball en Afrique. Merci Eugène Pewa Peloma d'être venu. Je rappelle que vous êtes vous-même ancien basketteur et c'est ici que s'achève ce journal. Merci pour votre attention. Je vous retrouverai avec plaisir lundi